Dans les mers tropicales, la première vision éblouit. C'est une explosion de couleurs, toutes plus éclatantes les unes que les autres. Du rouge, du jaune, du bleu, du vert, et même du noir et blanc. Tout est possible. Dans un mouvement perpétuel, les couleurs cohabitent, disparaissent, virevoltent ou se promènent tranquillement sous nos yeux ébahis. Le spectacle est magnifique. Mais le seul objectif des couleurs serait-il la beauté? Ou alors ont-elles d'autres fonctions? Existerait-il un code des couleurs? Dans le monde marin, le poulpe est le virtuose du camouflage qu'il maîtrise à merveille, tel un caméléon, pour mieux se fondre dans le paysage. En un temps record, son corps peut changer de couleur. De plus, il sait modifier l'apparence de son corps pour prendre l'aspect du sable, des rochers ou des algues, selon l'endroit où il se trouve. Il en adopte non seulement la teinte, mais la texture, tapissant sa peau de fines granulations, de filaments ou d'excroissance. Tel un peintre, le poulpe dispose de toute la palette des couleurs, sauf que lui, il a la couleur dans la peau. Toutes les couleurs sont présentes dans le monde sous-marin, mais certaines d'entre elles attirent plus l'œil, comme par exemple le jaune. Des jaunes d'or qui brillent partout comme autant d'éclats éblouissants. Il y a aussi les rouges orangés en bouquets vivants, ceux des anthias qui batifolent autour des coraux. Les bleus, quant à eux, rivalisent de somptuosité et de velouté en accentuant la transparence de l'eau. Tandis que les verts habillent du plus gros au plus petit, comme le napoléon, les poissons perroquets ou les castagnols. Ces derniers, petits et vifs, vivent en large bancs autour des coraux ramifiés. Au moindre danger, brusquement, les éclats bleu-vert s'éteignent en disparaissant dans le corail. Des couleurs chaudes, des couleurs froides qui se côtoient, qui s'associent pour le plus grand plaisir des yeux. Ainsi ce poisson-ange qui arbore une tache jaune au milieu d'un corps bleu. Pour se distinguer dans ce monde coloré, quoi de mieux que de s'habiller en noir et blanc et se donner ainsi un petit air rétro. Comme la demoiselle Bonbon qui se retrouve affublée d'un habit carcéral. Ou comme son cousin, le sergent-major. Bien entendu, cette véritable palette vivante ne pouvait évoluer que dans un décor à sa mesure. C'est ainsi que les coraux forment le paysage, donnent le cadre et créent les atmosphères dans lesquelles évoluent les poissons. À la fois sculpture et fleurs, les coraux juxtaposent leurs couleurs et offrent un kaléidoscope fantastique. Un décor polychrome avec des touches clinquantes.
Ici, le vert ourlet des salades de corail ou celui d'un bénitier. Plus loin, la crête d'or d'une dentelle finement ouvragée. Là, des touffes bleu lavande qui côtoient un parterre de ce qui ressemble à des pâquerettes d'une pureté inouïe. Ce que l'on voit du corail, c'est son squelette calcaire qui est blanc à l'origine. C'est la couleur du corail mort, et c'est pourquoi les scientifiques parlent du blanchiment du corail lorsque celui-ci meurt. Alors d'où proviennent les couleurs qui habillent les coraux? De minuscules algues, appelées zooxanthelles, qui s'immiscent à l'intérieur du squelette calcaire du corail et vivent en symbiose avec lui. Ainsi, ce sont les zooxanthelles qui sont à l'origine de ces couleurs resplendissantes. À chaque algue correspond une teinte, et pour le plaisir de nos yeux, leur variété est infinie. La richesse de ces couleurs, alliée aux formes les plus irréelles, crée des atmosphères théâtrales. Romantiques pour les amoureux, ludiques et joyeuses pour les bandes juvéniles, d'un noir inquiétant pour la tanière de la murène. On a l'impression que ce monde bigarré a été peint par des artistes. Le décor est planté, les acteurs peuvent entrer en scène. Le baliste Picasso porte bien son nom. Paré d'un maquillage artistique, il fait penser à un masque africain ou une peinture moderne. Un épais trait noir et bleu surligne et encadre ses yeux et se prolonge jusqu'à la bouche épaisse, elle-même dans la même tonalité. Son œil, véritable bille de verre en perpétuel mouvement, semble posséder une vie indépendante du reste de son corps. Et que penser alors du bandeau blanc qui orne ce poisson papillon raton laveur? On a l'impression qu'il vient d'être ajouté d'un trait de pinceau. Quant à la raie à point bleu, sa coloration est spectaculaire et son bleu d'une luminosité extraordinaire. Les points de ce poisson sont si petits qu'on l'appelle poisson-faucon à taches de rousseur. Tel leur rapace, il se perche en un point stratégique pour scruter les alentours et guetter ses proies. Toujours des points, mais par centaines, chez le flamboyant mérou à point bleu. Quand on l'observe de près, cette multitude produit un effet hypnotique. Devant tant de variété et de complexité, il semble difficile de croire que tous ces chefs-d'œuvre soient le fruit du hasard. Les couleurs nous cacheraient-elles quelque chose? Aurait-elle une signification? Les poissons clowns changent de livrée selon la zone géographique où ils se trouvent.
En mer Rouge, leur corps est jaune-orangé avec un dos plus sombre marqué de 2 barres blanches. Tandis qu'en Thaïlande, ils sont plutôt rosés sans bande, hormis un mince trait blanc sur la ligne dorsale. Nous retrouvons cette même couleur rosée aux Maldives, mais cette fois la ligne blanche se situe juste derrière la tête, au niveau de l'ouïe. Plus étonnant encore, certains poissons clowns sont noirs. Cependant, presque tous ont en commun la présence d'un ou deux traits blancs qui sont certainement à l'origine de leur nom. Mais il y a des exceptions, comme ces poissons clowns sans bande blanche qui ont une couleur des plus originales. Un poisson qui change de robe selon l'endroit où il évolue, ça peut se comprendre. Mais tout se complique quand chez certaines espèces, dans une même famille et dans la même zone géographique, on rencontre des couleurs différentes sans signification particulière. C'est le cas des poissons demoiselles. Bien que leur morphologie soit identique, presque toutes les couleurs sont possibles. De la livrée jaune de la demoiselle soufrée, on passe à la robe argentée d'une demoiselle sophistiquée. Ce sont des sous-espèces d'une même famille. Pour preuve, les poissons demoiselles ne se reproduisent pas entre différentes couleurs. L'idée que les poissons s'identifient donc à travers la couleur prend forme. L'hypothèse qu'un code des couleurs existe paraît d'autant plus probable lorsqu'au sein d'une même espèce, les mâles et les femelles choisissent des robes différentes. Prenons l'exemple de la famille des labres. Le labre à franges, qui tient son nom de sa queue, est un poisson craintif que l'on voit toujours de dos. Le plus facile pour l'approcher est d'attendre qu'il dorme. La femelle partage avec le mâle la même tache jaune caractéristique, mais sa robe est plus claire. Même distinction chez le labre à joues rayées. Le mâle, plus arrogant que son congénère à franges, regarde bien en face. Il est noir à rayures marron et la femelle porte les mêmes rayures sur les joues, mais avec une livrée moins foncée. Chez le labre traître, contrairement aux autres, la femelle est toute jaune. C'est celle qui se distingue le plus du reste de la famille.
certainement pour séduire les mâles qui présentent une des parures les plus colorées. Le code des couleurs permet aussi de distinguer les adultes des plus jeunes. Comme par exemple chez cet empereur bossu, qui montre des couleurs métalliques, tandis que le juvénile a le ventre blanc et le dos noir. Il est malgré tout identifiable grâce à sa forme de crâne bossu et à la position de ses yeux. Chez la girelle échiquier, les juvéniles argentés à la queue jaune sont complètement différents des adultes noirs, blancs et gris. Et l'existence d'un code des couleurs ne fait plus aucun doute quand certaines espèces différencient mâles, femelles et juvéniles. Ainsi, chez les labres oiseaux, le mâle, la femelle et le juvénile se distinguent aisément par leurs livrées très différentes. Le mâle, d'une couleur foncée presque noire, souligne par petites touches chacune de ses nageoires d'un très beau bleu électrique. La femelle, même silhouette, même nage, présente une livrée claire centrée sur le jaune et le blanc. Ce curieux poisson se reconnaît facilement à son long museau aplati. On le voit ici explorer avec son bec si particulier les coraux branchus à la recherche de ses proies. Chez le plus petit, qu'on aperçoit ici, on remarque que le museau ne s'est pas encore allongé. Sa nage caractéristique permet néanmoins de l'identifier. En s'approchant de la maturité, le museau du juvénile adolescent prendra sa forme définitive. Les différences de couleurs entre les espèces, ainsi qu'à l'intérieur d'une même espèce, permettraient de se reconnaître plus facilement. L'utilité des couleurs serait de se simplifier la vie par l'identification immédiate de son vis-à-vis. L'exploration des fonds marins nous offre un déluge de couleurs et de formes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette diversité n'est pas simplement destinée à faire joli. Le plus souvent, la couleur a une fonction. Certaines couleurs imposent le respect. Elles évoquent le danger. Le nudibranche est un escargot de mer qui n'a pas de carapace. Au début de sa vie, il se nourrit d'anémones toxiques. La particularité de cet animal est qu'il est capable d'ingérer la toxine sans mettre sa propre vie en danger. Les couleurs criantes qu'il arbore sont un signal lumineux pour prévenir du risque qu'il représenterait pour un prédateur. Dans le royaume de la mer, les toxines sont toujours signalées par des couleurs vives. Cette petite blénie possède des crocs venimeux. Grâce à une telle arme, personne n'ose la déranger. La nature étant pleine de ressources, il existe des voleurs de couleurs, des usurpateurs. À l'inverse de la blénie à crocs venimeux, cette blénie ne possède pas d'armes. Elle est donc vulnérable. Alors, pour dissuader les agresseurs, elle a adopté la même robe que sa cousine. Coup de bluff réussi. Elle induit tout le monde en erreur et peut se pavaner tranquillement sur le récif. Comme on a pu le remarquer, la plupart des poissons possèdent des lignes, des barres, des bandes, verticales, horizontales, obliques, toutes de taille et de couleurs différentes. Sans parler des dégradés, des points, des cercles, des taches ou bien d'autres choses encore. On aurait pu penser que tout ça n'était qu'un artifice, que du plus simple ou plus sophistiqué,
Tous les motifs n'étaient que des compositions artistiques. En réalité, ces animaux cherchent à brouiller la perception qu'ils donnent à leurs prédateurs éventuels, à perturber la vision de leur silhouette au point de les rendre méconnaissables à une certaine distance. Ils n'ont qu'un seul but, se fondre dans le paysage de corail, se perdre dans les formes et les couleurs. Tous les poissons du récif, aux couleurs très criantes, presque arrogantes, ont choisi en fait la meilleure façon de passer inaperçu dans un paysage tout aussi voyant et bigarré. À première vue, il s'offre à nos yeux une impression d'anarchie, alors qu'au contraire, tout est parfaitement orchestré. Ainsi, ses yeux maquillés et masqués avec art sont inspirés par la prévoyance. Cacher son œil, et donc la direction de son regard, déstabilise et donne un temps d'avance pour la chasse ou la fuite. La minutie du détail chez la rascasse est incroyable. Seule la pupille n'est pas camouflée. Tout le reste du corps est décoré de stries et de lignes, certaines bougeant avec l'œil. Souvent, vers la queue, on trouve aussi des cercles noirs qui, de loin, imitent l'œil. Il semblerait que la principale fonction de toutes ces couleurs soit le camouflage, indispensable dans la vie de tous les jours. L'eau absorbe la couleur rouge, et ce, dès les premiers mètres sous la surface. C'est la raison pour laquelle, à partir d'une certaine profondeur, les caméramens sous-marins utilisent un filtre rouge qu'ils placent devant l'optique de la caméra pour rétablir la couleur. Les poissons ont certainement compris ce phénomène. Quand on observe ce poisson, de loin il paraît terne. Mais lorsque l'on s'approche et qu'on l'éclaire, sa couleur rouge prend alors tout son éclat. Le jour, ces poissons restent tapis à l'abri de la lumière, dans les replis des failles et des grottes. Pour se faire encore plus discrets, ils ont choisi une vie nocturne. En effet, les poissons de couleur rouge se rencontrent essentiellement la nuit. Le rouge, qui apparaît très sombre le jour et noir dans l'obscurité, est donc une couleur idéale pour passer inaperçu. En mer tropicale, les couleurs ont quelque chose de magique. Plonger dans cet univers, c'est se retrouver au centre d'un véritable feu d'artifice qui répond à des codes qui vont au-delà de la simple beauté. Les couleurs offertes par le monde sous-marin ne doivent rien au hasard. Elles sont un véritable langage qu'il faut savoir déchiffrer pour en apprécier les nuances infinies.